ce troisième webinaire de cette série dédiée au PGSSE, plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Donc on en est au troisième webinaire qui s'intitule Agir, suivre, améliorer dans la durée. Avant de commencer, je vais peut-être passer la parole à Madame Morin du cabinet KPMG, peut-être si vous voulez faire une petite introduction. Bonjour, oui, merci. Donc, je suis Solène Morin, je travaille pour le cabinet KPMG, secteur public. C'est nous qui vous avons envoyé plusieurs mails pour vous inviter à ces temps de formation. Vous avez dû recevoir le questionnaire d'inscription puisque vous êtes présent aujourd'hui. Donc, il y a différents temps de formation qui sont organisés, dont des webinaires comme celui-ci. Et on a notamment prochainement un webinaire sur l'adaptation au changement climatique. Il y en a un également sur les polluants émergents. Donc, il y a plusieurs thématiques qui sont analysées dans ces webinaires. On a plusieurs sessions qui ont lieu avant l'été et d'autres auront lieu en septembre. Donc, vous avez encore la possibilité de vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Et en parallèle, il y a également des réunions départementales qui ont lieu dans vos départements. Certaines ont déjà eu lieu, d'autres arrivent prochainement. Donc voilà, c'est tout un arsenal de choses qui ont été mises en place pour vous accompagner dans l'élaboration de vos PGSSE. N'hésitez pas s'il y a des questions sur l'organisation ou voilà, sur des choses qui sont pas claires, on est là pour y répondre. Et je vais laisser la main à Chloé pour ce webinaire. À noter également que ces webinaires sont enregistrés et seront accessibles en replay. Voilà, c'est des choses que vous aurez accès ultérieurement. Merci beaucoup. Oui, donc pour démarrer, juste petit rappel, donc ces webinaires effectivement sont enregistrés. Pour l'instant, vos caméras et vos micros sont coupés pour éviter les interférences pendant les présentations. Mais on a prévu, comme pour les précédents webinaires, des petites sessions, enfin des petits temps pour répondre aux questions. Donc vous avez au niveau du haut de votre écran, normalement dans la petite bande blanche, un onglet conversation. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions tout au long de la présentation. Voilà, puis comme dit, je prendrai un petit temps pour y répondre au fur et à mesure de la présentation. Voilà, donc on se retrouve ce soir pour le troisième, je vous le disais, la troisième édition de ces webinaires, enfin la troisième session, pardon, de ces webinaires PGSSE. Donc pour rappel, le premier webinaire, c'était bien démarrer, comprendre la démarche et s'organiser. Le webinaire de la semaine dernière, c'était plutôt pour identifier et évaluer les risques. Et donc ce soir, on se retrouve pour comprendre comment agir, suivre et s'améliorer dans la durée. Je ne sais pas s'il y a des personnes nouvelles qui n'étaient pas présentes au dernier webinaire, mais rapidement, je me présente. Donc, je suis Chloé Cavreau, chargée de mission eau potable au pôle Aquanova. Voilà, donc on est une association avec diverses activités, tout en lien avec le secteur de l'eau, au niveau des entreprises et des collectivités. Et donc, on a notamment des missions d'accompagnement au déploiement des PGSSE dans les régions du Grand Est, des Hauts-de-France et de la Bretagne. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons été sollicités par KPMG pour vous parler un petit peu plus en détail de cette notion de PISSE. Juste pour revenir rapidement sur ce qu'on s'était dit dans les précédents webinaires pour être sûr que tout le monde est bien au même niveau d'information. Donc, on avait principalement évoqué dans le premier webinaire la notion de PJSSE. Donc, on l'avait défini, plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Donc, on avait défini que c'était une approche d'anticipation des risques et de prévention de ces risques dans le but de garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'eau potable qui est distribuée aux consommateurs. Et donc, c'est une obligation réglementaire avec deux échéances à avoir en tête. C'est le 12 juillet 2027 pour le volet ressources et le 12 janvier 2029 pour le volet production, stockage et distribution. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus dans le détail ce que c'était que donc, le PGSSE et quelles sont un petit peu toutes les étapes qu'il faut mettre en œuvre, je vous ai expliqué que je m'étais basée donc, sur la méthodologie proposée par l'AST dans son guide. Si vous avez été voir, la petite roue qui est à gauche de l'écran doit vous parler. Donc, c'est les 10 étapes qui sont proposées par l'AST pour réaliser le PGSSE. Et donc, on a commencé au travers des deux premiers webinaires à évoquer chacune de ces étapes. Donc, on avait vu que la première étape consistait à désigner un pilote et à créer l'équipe en charge de réaliser et de suivre les étapes et de valider le PGSSE. Ensuite, on s'est intéressé à la fin du premier webinaire à la description du système d'alimentation en eau potable qui normalement devait se terminer par la création d'un schéma de flux qui décrivait tous les éléments du système d'alimentation en eau potable de la ressource
jusqu'à la distribution et au robinet donc, du consommateur. Ensuite, pendant le deuxième webinaire, donc on avait commencé par évoquer l'identification des dangers, donc faire le listing de tous les dangers et événements dangereux qui peuvent impacter ce réseau d'eau, que ce soit au niveau de la ressource avec des pollutions microbiologiques ou chimiques, ou des événements dangereux qui peuvent avoir lieu tout au long de la chaîne de production, que ce soit à cause de la vétusteté des ouvrages ou à cause d'incidents qui peuvent arriver, donc des pannes, des soucis au niveau de l'environnement des ressources et des ouvrages. Donc voilà, l'identification de tous les dangers et événements dangereux, auxquels on a normalement évoqué le fait qu'il fallait leur attribuer une note pour la gravité et la fréquence de chacun, ce qui formait en les multipliant le risque initial. Et donc on avait une petite grille, si vous vous rappelez, avec plein de couleurs qui permettait de classer donc, tous ces risques initiaux entre les risques faibles, les risques moyens et les risques importants. Ensuite, étape suivante, c'était l'idée d'identifier les mesures de maîtrise existantes pour chaque danger et éventuellement commencer à réfléchir aux mesures qui manquent pour pouvoir maîtriser ces dangers. Donc les mesures de maîtrise, hein, pour rappel, c'est toutes les barrières, toutes les petites choses qu'on fait ou qu'on a mis en place qui peuvent empêcher ou du moins limiter l'impact des dangers si jamais ils arrivent. Et donc pour finir, à la fin du webinaire 2, on avait vu comment évaluer donc l'efficacité de chaque mesure de maîtrise. Hein, vous vous rappelez à nouveau, on avait attribué une petite note et donc on avait calculé le risque résiduel en divisant le risque initial par l'efficacité de la cotation de la mesure de maîtrise. Et donc ça nous avait donné le risque résiduel qui nous a permis de voir comment chaque danger était aujourd'hui maîtrisé au sein de la collectivité. Voilà où on en était au niveau de la roue de Lasté. Et je vais juste vous représenter rapidement les exemples qu'on avait évoqués la semaine dernière parce qu'on va les reprendre aujourd'hui dans la suite de la présentation. Mais on avait identifié trois dangers. Donc on avait le danger nitrate, le fait d'avoir des nitrates dans l'eau, le danger chlore résiduel insuffisant et on avait le danger contamination par dépression. Donc si vous vous rappelez bien, on avait fait la cotation ensemble du risque initial. Donc on avait coté les deux premiers à 32, donc c'était des risques initiaux importants, et le dernier pardon, à 8, ce qui est un risque initial moyen. On avait évoqué un petit peu des mesures existantes qui pouvaient permettre de maîtriser ces risques qu'on avait cotés, et donc on avait un risque résiduel pour les nitrates qui était de 16, donc qui reste élevé. Pour le chlore résiduel, on avait insuffisant, pardon, on avait une cotation de risque résiduel de 8, donc ce qui représente un risque modéré. Et pour la contamination par dépression, on avait coté le risque résiduel à 2, donc qui représente un risque résiduel plutôt faible. Voilà, donc c'était juste pour vous représenter les exemples de la semaine dernière pour que vous les ayez bien en tête, pour qu'on puisse les reprendre dans la suite de la présentation. Donc, au sommaire de ce dernier webinaire, donc l'idée c'est de terminer en fait notre petite roue de l'AST, voir un petit peu en quoi consistent les dernières étapes. Donc, on va pouvoir voir donc, la 6e étape qui va être la construction du plan d'amélioration ou du plan d'action dont on avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière. La 7e étape, ça va être tout ce qui est surveillance, mise en place d'indicateurs et gestion des non-conformités. En 8e étape, on va aborder rapidement la gestion de crise. Qui peut être raccroché en fait au PGSSE. Et puis pour terminer, on verra les 9e et 10e étapes qui consistent à compiler un petit peu la documentation en lien avec le PGSSE et surtout à mettre en place un processus d'amélioration continue pour que le PGSSE serve en fait dans la durée. Voilà. Donc comme dit, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, à les indiquer dans l'onglet conversation. On y répondra pendant les petits temps qui sont prévus pour ça. Voilà, donc on va commencer par donc le module 6 de l'AST, qui est donc la construction du plan d'amélioration ou plan d'action. Donc si vous vous rappelez, quand on a fait notre cotation des risques résiduels, normalement, on s'est rendu compte à la fin de cette étape qu'on avait un certain nombre de risques qui étaient déjà plutôt bien maîtrisés, puisqu'on avait normalement le nombre de risques résiduels assez important, faible, pardon, assez important. Et donc, il reste des risques moyens et des risques importants, donc ils sont en orange et en rouge représentés sur le petit diagramme. Et donc, pour ces risques-là, il va falloir mettre en place un plan d'action pour essayer de les réduire au maximum et potentiellement de les faire repasser en vert. Si on met en place un plan d'action, on va mettre en place des nouvelles mesures de maîtrise. Et donc, l'idée, c'est de recoter par la suite pour vérifier si ce qu'on fait est intéressant, fonctionne, et donc si potentiellement les risques résiduels peuvent diminuer. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on a fait notre petite recherche des mesures de maîtrise pour chacun des dangers qu'on a identifiés,
Normalement, on s'est dit, bah voilà, on fait déjà ça, mais peut-être qu'il y a des lacunes qu'on a identifiées, peut-être qu'il y a des mesures qu'on n'a pas mis en place, mais on s'est dit, bah, ce serait quand même intéressant de les mettre en place pour pouvoir maîtriser mieux le risque, ou voir le maîtriser tout court si actuellement il ne l'est pas. Et donc, chaque lacune qu'on a identifiée dans notre module 5, ça va devenir une action potentielle qu'on va pouvoir implémenter dans le plan d'action. Donc l'idée de ce plan d'action, ça va être de construire, de lister tout un tas de mesures à mettre en œuvre à court, moyen ou long terme, et de les hiérarchiser dans le sens qu'est-ce qui est le plus urgent qu'on mette en œuvre. Donc l'idée, ça va être de se concentrer sur les risques avec le score de criticité le plus élevé, puisque c'est les risques les plus importants ou qui se produisent les plus fréquemment, qu'il faut maîtriser en premier, puisque c'est ceux qui sont susceptibles d'impacter le plus le réseau d'eau. Mais on va voir avec l'exemple qu'il y a d'autres critères qui peuvent mettre en œuvre, puisque de toute façon, les collectivités ont des budgets. Donc, il faut voir aussi qu'est-ce qui est faisable chaque année en fonction du budget disponible. Donc, voilà, l'idée, ça va être d'arbitrer et de mettre en place ce plan d'action pour qu'il soit réalisable et un minimum exhaustif. L'idée, quand même, ça va pas être de lister 1 milliard d'actions qu'on va pas pouvoir mettre en œuvre parce que ça va être juste déstabilisant, démoralisant et on va pas pouvoir tout mettre en œuvre. Donc l'idée, c'est d'être quand même réaliste afin qu'il puisse être mis en œuvre dans des délais relativement corrects. Donc l'idée aussi de ce plan d'action, c'est qu'il doit être validé par la direction et les élus, hein, donc d'où l'intérêt d'intégrer dans l'équipe PGSSE dès le début les équipes de direction et les élus pour qu'ils suivent le processus au fur et à mesure et que notamment au moment de cette étape, ils soient présents dans les discussions et qu'ils puissent valider, puisque le PGSSE, à ce moment-là, ça va plus être uniquement qu'un outil de priorisation technique, mais ça va vraiment être un outil qui va rentrer même dans la gouvernance. Donc, au niveau de ce plan d'action, l'idée, ça va être donc qu'il soit relativement donc exhaustif au niveau des actions, mais surtout qu'il soit clair et qu'il soit lisible pour n'importe quelle personne qui aurait à le lire, qui serait concernée par ce plan d'action. Donc l'idée, déjà, c'est que on va expliquer ce qu'on va faire. Donc qu'est-ce qu'est l'action, qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Là, vous voyez dans mon petit tableau, je vous ai mis un exemple, par exemple, inspecter et réhabiliter la tête d'un forage. Il faut relier chacune de ces actions, chacune de ces nouvelles mesures de maîtrise au risque qu'on ciblait à la base. Si vous vous rappelez, ça peut être donc le risque nitrate ou le risque contamination au moment du changement de canalisation qu'on évoquait tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'associer toutes les actions à un risque qu'on a ciblé à la base. On n'a pas, au niveau de la formalisation d'obligation d'avoir un document qui est construit de telle ou telle manière. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez tout à fait partir du tableau AST qui liste tout sur un seul et même tableau Excel. C'est un peu lourd, mais au moins on a tout au même endroit. Donc vous pouvez partir de votre identification des risques. Après, vous avez vos colonnes de cotation, les colonnes avec les mesures de maîtrise existantes, les colonnes de cotation de risque initial, de risque résiduel, pardon. Et vous pouvez y ajouter le plan d'action à la suite avec les actions pour chaque risque identifié, etc. C'est un peu lourd, donc vous pouvez juste créer un document à part pour le plan d'action qui donc parle des actions que vous voulez réaliser. Et il ne faut pas oublier à ce moment-là donc de les associer aux risques que vous avez identifiés dans le module 3. Donc là, en l'occurrence, si on prend l'exemple de l'inspection et de la réhabilitation de la tête de forage, on peut le lier au danger qu'on avait identifié, qui était la contamination bactériologique du forage en question. Donc, à chaque action qu'on va mettre dans le plan, il faut y attribuer un responsable, donc la personne qui va piloter l'action. Ça peut être le responsable de l'exploitation de l'eau, ça peut être les agents, ça peut être le délégataire si vous êtes sous régime de délégation de service public, les éventuels partenaires impliqués, donc à nouveau le délégataire, l'ARS, vous pouvez prendre un bureau d'études s'il s'agit de refaire une étude, voilà. Donc, les partenaires éventuels. Les échéances, c'est bien de se donner des dates cibles de réalisation de chacune des actions. Ce qui peut être intéressant, c'est de découper vos années en 4 avec les 4 trimestres et d'indiquer à quel trimestre vous voulez que l'action soit terminée. Ça permet de voir, d'avoir une vision vraiment à long terme. Comme je vous le disais, il y a une notion de budget, donc l'idée c'est d'indiquer aussi un coût estimatif. Comme ça, une fois que vous avez toutes vos actions avec les coûts, vous pouvez vérifier que tout sera faisable au sein de la même année et s'il faut, la redécaler dans le temps, puisqu'il faut évidemment que ça colle au budget de la collectivité. La priorité que vous voulez associer à cette action, donc est-ce qu'elle doit être réalisée à court, moyen et long terme?
Et puis, le niveau de l'avancement, encore une fois, hein, il faut que le plan d'action il soit lisible par des personnes qui ne suivent pas forcément le PGSSE au quotidien. Et donc, l'idée, c'est de leur indiquer si l'action elle est bien en cours de réalisation, si elle est réalisée, reportée, ou alors si elle n'a pas du tout, elle n'a pas du tout commencé. Si on reprend notre... Alors, pardon. Avant de reprendre l'exemple, je vous disais, il faut hiérarchiser ces actions. L'idée, ça ne veut pas être de les prendre dans l'ordre ou dans un autre ordre arbitraire, ou de dire on fait d'abord les moins coûteuses et ensuite les plus coûteuses. Non, l'idée, c'est de regarder d'abord qu'est-ce qui est urgent, quels sont les dangers qui ont un risque immédiat, ou alors potentiellement, il y a une échéance réglementaire ou un contexte qui va imposer d'agir vite. Peut-être qu'il y a il y a des textes qui vont vous imposer des choses, ou alors au niveau de la géographie de là où vous trouvez, peut-être qu'il y a un contexte qui va vous imposer d'agir sur tel ou tel point, par exemple la ressource, hein, s'il y a des dangers immédiats, voilà, il va falloir agir vite, ou alors l'importance, si jamais votre score sur certains dangers est très critique, ben, il va falloir essayer peut-être de les gérer en premier, même si les actions sont plus coûteuses, ça va vraiment être en fonction de votre évaluation des risques à vous, il n'y a pas de règle générale. Mais voilà, il faut absolument prendre en compte le critère d'urgence, le critère d'importance, et puis éventuellement prendre en compte, comme je vous le disais, le critère de faisabilité, hein. Est-ce que vous avez les ressources financières nécessaires pour réaliser cette action cette année-là? Et éventuellement, si c'est pas possible, peut-être voir si c'est pas possible de la décomposer. Si c'est un renouvellement de canalisation, peut-être prioriser certains secteurs, les secteurs où il y a plus de population, ou alors les secteurs où il y a des populations plus fragiles. Voilà, ça va vraiment être à vous d'arbitrer, enfin à vous et à l'équipe PGSSE d'arbitrer en fonction de ces trois critères-là, afin de faire en sorte de créer un plan d'action cohérent, avec à la fois les urgences à régler au niveau des dangers, et puis la réalité du terrain et du budget de la collectivité. Et puis je vous ai indiqué, oui, effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher des organismes qui peuvent financer les travaux, comme l'Agence de l'eau, par exemple, puisqu'il y a tout un tas de travaux, voilà, qui sont finançables, donc ça peut aider aussi au niveau du budget. Donc on va reprendre nos trois exemples, simplement pour vous montrer un petit peu un extrait de plan d'action, à quoi ça peut ressembler. Donc comme je vous le disais, on réindique les dangers ciblés qu'on avait identifiés au préalable, donc en l'occurrence nitrate, chlore résiduel insuffisant et contamination par dépression. Là, je vous ai rappelé juste le risque résiduel pour voir un peu comment on peut prioriser ces actions. Et donc, si on s'intéresse un petit peu en détail à ce qu'on a prévu dans ce plan d'action, donc au niveau des nitrates, on a prévu de faire une révision et un renforcement du périmètre éloigné et de créer une convention avec les agriculteurs pour pas qu'ils intègrent de culture au niveau du périmètre. Donc ça, ce qu'on s'est fixé, comme on a estimé que c'était une action qui avait quand même un fort impact, on a estimé qu'il fallait qu'on fasse ça cette année. Donc, admettons qu'on a rendu ce plan d'action là au mois de juin 2026. On a estimé le coût à 15 000 euros et donc on s'est donné 3 trimestres pour réaliser cette action, et donc on veut que ce soit fini au trimestre 1 2027. À côté de ça, on a aussi prévu de mettre en place des alertes automatiques de dépassement de seuil des nitrates. Ça, comme on a déjà prévu de mettre 15 000 euros en 2026 pour cette action, on s'est dit qu'on allait plutôt le prévoir en année 2, donc c'est des travaux qu'on va plutôt réaliser en 2027 avec un coût estimé à 4 000 euros et donc une échéance prévue au trimestre 4 2027. Ensuite, si on passe au chlore résiduel, donc là, on avait un risque résiduel un peu moins important que les nitrates, mais vous allez voir qu'on a priorisé les actions en année 1 quand même, parce que c'est des actions qui sont moins coûteuses. Donc, on s'est dit qu'on allait poser des sondes de chlore résiduel au niveau du réseau, au niveau de 2 points stratégiques qu'on a identifiés. Et ça, c'est quelque chose voilà, on s'est dit que ça aurait quand même un impact assez rapide sur la surveillance de ce fameux chlore résiduel. Et c'est quand même une faiblesse de la collectivité. Donc, on va essayer de faire ça à nouveau en 2026, avec une date butoir du trimestre 2 2027 et un coût estimé à 5 000 euros. Et la deuxième action qu'on a ciblée, c'est la rédaction de procédures écrites pour les pannes de chloration qui pourraient arriver la nuit ou en week-end. Et à côté de ça, on s'est dit qu'on ferait des tests d'astreinte. Et là, vous voyez, le coût estimé est à 0. Donc au niveau des ressources budgétaires, ça n'impacte pas le budget. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de réaliser ça le plus tôt possible, puisque c'est quelque chose qu'on peut mettre en place facilement sur la collectivité. Ça va prendre un peu de temps, mais une fois que ce sera en place, on s'est dit que ça aurait quand même un impact intéressant par rapport au danger et que ça ne nous coûte rien en budget.
Donc, on s'est dit qu'on allait réaliser ça aussi l'année 1. Et puis, pour la contamination par dépression, donc on avait un risque résiduel de 2, donc quelque chose qui était beaucoup moins important que les autres, mais on s'est dit qu'on n'était pas parfait encore. Et quand on a fait notre identification des mesures de maîtrise, on s'est dit qu'on avait quelques lacunes encore sur ce sujet-là. Donc, on s'est dit que plus tard, on ferait l'inventaire et l'installation de clapets anti-retour au niveau des branchements à risque. Et on mettra en place une surveillance de la pression en continu à d'autres points stratégiques du réseau, que c'était quelque chose qui nous manquait. Mais c'est des choses qu'on fera plus tard, donc en année 2 et en année 3. Donc on a indiqué pareil les budgets. Et du coup, ce serait des travaux qu'on commencera à réaliser en 2027 et en 2028. Donc vous voyez, voilà, on crée notre plan d'action, on indique toutes nos actions, on indique les coûts et on essaye de les répartir sur 3 ans. C'est un bon échelon, 3 ans, avec les actions prioritaires en année 1, puis les actions un peu moins prioritaires en année 2 et éventuellement des petits bonus qu'on pourrait faire en année 3 en veillant à ce que le budget corresponde toujours au budget de la collectivité. Voilà. Donc on en a fini avec le plan d'action. On va pouvoir passer donc au dernier module donc de la petite roue AST qui sont moins, on va dire, techniques pures par rapport au réseau, mais qui vont être plus l'ordre de la documentation pour pouvoir améliorer le système, même d'un point de vue organisationnel. Donc, pardon, le module 7 de l'AST, donc ça va être tout ce qui est surveillance, indicateurs et gestion des non-conformités. Donc là, je vous ai remis un peu les 3 types de contrôles qui voilà, concernent les réseaux d'eau potable. Donc, on va commencer par le contrôle réglementaire de l'ARS, le contrôle sanitaire, qui va être donc le contrôle réglementé exercé par l'État via les ARS et qui va être donc une vérification ponctuelle de la qualité de l'eau du robinet, vérifier qu'on correspond au niveau des normes de qualité. Donc ça, c'est obligatoire et c'est un cadre réglementaire qui est fixé. Donc ça va comprendre des inspections des installations, des prélèvements, des analyses qui sont réalisées par des laboratoires agréés. Et donc on va vérifier le respect des exigences en matière de qualité de l'eau. À ce moment-là, l'exploitant va pas pouvoir choisir ni les fréquences ni les paramètres analysés, mais ça ne va pas couvrir tous les risques tout le long de l'année. Donc c'est là que c'est intéressant, l'exploitant peut mettre en place 2 choses à 2 niveaux différents. Donc l'autosurveillance, donc qui va être l'ensemble des contrôles, mesures et inspections qui vont être réalisés par les exploitants, qui vont être commandés par l'exploitant à son laboratoire d'analyse, pardon. Donc l'autosurveillance, elle va être sous sa responsabilité et l'idée, ça va être de s'assurer plus régulièrement du respect des règles réglementaires en matière de qualité de l'eau. Ou alors vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ouvrages tout au long de la chaîne de production et de distribution. Donc là, on va pouvoir faire du suivi analytique de la qualité de l'eau, du contrôle des performances des traitements. Est-ce que les traitements sont toujours adaptés? Parce que la qualité de l'eau brute peut varier au fur et à mesure du temps, donc on va vérifier que nos traitements sont toujours adaptés. On va pouvoir faire donc le suivi des paramètres d'exploitation, donc le chlore, la turbidité, le pH, le débit, les UV, etc. Et puis on va pouvoir procéder aussi à des inspections et des vérifications nécessaires au bon fonctionnement des installations. Donc à ce moment-là, l'idée, ça va être de démontrer en continu que l'eau produite et distribuée par la collectivité respecte les exigences sanitaires et que les installations fonctionnent correctement. Donc pour l'autosurveillance, on va être principalement orienté vers une vérification de la qualité de l'eau et sur une maîtrise opérationnelle des installations. Et puis il y a un 3e niveau de surveillance, donc là j'ai appelé la surveillance PGSSE, mais la surveillance induite de tous les travaux qu'on a réalisés en amont via le PGSSE. Ça va être donc notamment de vérifier que les mesures de maîtrise, ce qu'on expliquait un petit peu en fin de webinaire la semaine dernière, on va essayer de vérifier que les mesures de maîtrise qu'on a mis en place lors de l'analyse des risques, elles sont efficaces. Donc on se demande plus uniquement si l'eau qu'on distribue, elle est conforme, mais si les barrières de protection qu'on a mises en place pour éviter les risques, est-ce qu'elles fonctionnent toujours? Si on prend un exemple, la mesure de maîtrise, par exemple, qu'on va être sur une protection d'un captage, au niveau de la surveillance, on va pouvoir venir contrôler l'intégrité des clôtures et éventuellement, si on a mis des alarmes en place aussi, vérifier, faire un petit décompte de savoir si elles se sont déclenchées ou non.
Au niveau de la finalité de cette surveillance-là, ça va être de s'assurer que les risques identifiés, qu'on avait identifiés préalablement dans l'analyse des risques, ils restent maîtrisés et que, bah voilà, s'il y a des manquements, on va falloir réfléchir à trouver de nouvelles mesures de maîtrise pour maîtriser au mieux ces risques. C'est vrai qu'il y a certains paramètres enfin certains indicateurs qu'on va regarder qui peuvent servir à la fois pour l'autosurveillance et à la fois pour la surveillance qu'on appelle PGSSE. Mais c'est pas forcément un problème, il faut juste être conscient que, en fonction de ce qu'on regarde, on ne va pas avoir la même analyse derrière. Donc voilà, une surveillance donc réglementaire, voilà, qu'on ne choisit pas, une autosurveillance sur la qualité de l'eau et une surveillance PGSSE, donc on va vérifier que les mesures de maîtrise qu'on a mis en place fonctionnent bien. Pour ça, donc, l'idée, ça va être de mettre en place des indicateurs pour chacune des mesures de maîtrise qu'on possède sur chacun des dangers identifiés. Donc, l'idée, c'est de les choisir au niveau de 3 critères. Il faut des indicateurs qui soient pertinents, vraiment un indicateur qui va nous informer sur la mesure de maîtrise réelle et sur les risques prioritaires, bien sûr, qui sont identifiés. Il faut des indicateurs qui soient mesurables, qu'on puisse obtenir avec des ressources disponibles, soit en compte au niveau d'un petit carnet de gestion des non-conformités, par exemple. Voilà, il ne faut pas que ça devienne un travail monstre en plus pour les agents du réseau d'eau potable. Et l'idée, c'est qu'ils ne soient pas trop nombreux. Encore une fois, l'idée, c'est pas de démultiplier le travail, c'est de suivre des indicateurs fiables afin d'avoir une idée réaliste en fait de si nos mesures de maîtrise fonctionnent ou pas. Donc, je vous ai mis des petits exemples d'indicateurs que l'on peut mettre en œuvre. Donc, par exemple, au niveau du process, un indicateur de performance des mesures de maîtrise, donc des taux de conformité des relevés de chlore, par exemple, ou des pourcentages de visites terrain réalisées selon un planning qui aura été établi en amont. Comme je vous disais, le nombre d'alarmes qui se sont déclenchées, ce genre de choses que vous pouvez mettre en place pour vérifier le process. On peut mettre en place aussi donc, des indicateurs de résultats, donc des pourcentages d'analyse conforme, le nombre de non-conformités qui ont eu lieu sur un instant donné, un délai de résolution des incidents, ou alors des indicateurs aussi sur l'avancement du PGSSE au niveau du plan d'action, à quel point on avance, est-ce qu'on suit le planning qui était prévu en amont, donc pourcentage d'actions réalisées dans les délais, score de criticité moyen de la maîtrise qui s'est amélioré ou non. Donc voilà, donc il faut mettre en place des indicateurs et si on reprend nos petits exemples qu'on suit depuis le début, pour le danger ciblé des nitrates, on peut mettre par exemple un indicateur de la teneur en nitrate de l'eau brute qu'on va venir regarder de façon mensuelle. On a choisi là de faire un contrôle mensuel. On définit la cible et puis on définit le responsable. Donc là, on s'est mis à un teneur en moins de 40 milligrammes par litre. Et on a défini que ce serait le laboratoire et le pilote PGSSE qui en seraient responsables. On a défini également le pourcentage de nitrate conforme qu'on va venir vérifier de façon trimestrielle avec une cible à 100%. Et là, le responsable, en l'occurrence, ce sera le pilote PGSSE. Donc ça, ce sont les indicateurs qu'on a définis pour les nitrates. Donc 2 indicateurs, voilà. Pour ces exemples-là, on s'est dit qu'il n'y en avait pas pour le moment besoin de plus. Idem pour le chlore résiduel insuffisant. On s'est dit qu'on allait vérifier de façon hebdomadaire le chlore résiduel libre en réseau à un point qui est en aval de la station de traitement. Donc ça, c'est un opérateur qui sera chargé de faire ça. Et on veut se tester aussi sur le délai moyen d'intervention en cas d'alarme du doseur. Et donc ça, on fera ça de façon trimestrielle. Et c'est le responsable d'exploitation qui sera chargé d'analyser donc les interventions et de vérifier qu'il y a bien une efficacité à ce niveau-là. Et puis pour la contamination par dépression, on s'est dit qu'on allait compter le nombre d'incidents de pression détectés et les tracer. On va vérifier ça de façon mensuelle. Et c'est un opérateur à nouveau qui sera chargé de ça. Et on vérifiera aussi le pourcentage de branchements à risque équipés de clapets anti-retour. Si vous vous souvenez, au niveau de notre plan d'action, c'est ce qu'on avait prévu à partir de la 3e année. Et à ce moment-là, on vérifiera tous les ans si on progresse. On a défini une cible de progression à plus 1% par an. Et c'est le pilote PGSSE qui sera chargé de faire ces vérifications-là. Donc on définit des indicateurs, on définit des cibles et de temps en temps, annuellement, trimestriellement, mensuellement, on se réunit et on vérifie ces indicateurs, on voit ce que ça donne. Et si on est dans les cibles, eh ben, pas de souci, on continue comme ça. Si on n'est pas dans les cibles, bah, l'idée, ça va être de réfléchir ensemble et de voir si on ne peut pas
ben, trouver d'autres mesures de maîtrise à mettre en œuvre pour pouvoir s'améliorer encore plus. Bon, parfois, malheureusement, c'est pas possible, mais au moins, on a mis en place ces indicateurs de suivi qui nous donnent un peu une information de comment on est performant au niveau du réseau d'eau. Et puis, évidemment, ces indicateurs, on les met en place une fois que la mesure de maîtrise, enfin voilà, une fois que les travaux ont eu lieu ou une fois que la procédure a été écrite, comme par exemple, du coup, là, le pourcentage de branchement à risque équipé de clapet anti-retour. Si vous vous souvenez bien, on avait prévu de faire ça à partir de 2028. Donc, ça sert à rien de compter l'indicateur tant qu'on n'a pas démarré les travaux. Voilà. Au niveau de cette étape-là du process, on avait aussi donc la gestion des non-conformités. Donc l'idée, c'est que potentiellement, vous avez déjà des procédures de gestion des non-conformités qui sont en place, mais le PGSSE permet, enfin voilà, dans la philosophie du PGSSE, l'idée c'est de s'y arrêter et de vérifier que la procédure est correcte et fonctionne bien. Mais l'idée, en tout cas, d'une procédure de gestion des non-conformités, c'est donc de détecter cette non-conformité, la traiter. Donc c'est pour ça que c'est l'intérêt de mettre en place une surveillance active, comme on l'évoquait il y a quelques slides, de mettre en place des mesures en continu, des analyses, des observations terrain, pour pouvoir, dès la moindre non-conformité, être capable d'agir. Et comme c'est indiqué sur la diapo, l'idée, c'est pas d'attendre que l'ARS vous appelle, puisque les contrôles ARS ne sont pas assez réguliers pour être sûr que vous distribuez une eau conforme en permanence à vos consommateurs. Mais l'idée, c'est pas de s'arrêter là. L'idée, c'est de les tracer, donc consigner chaque non-conformité, la date, la nature, l'amplitude, éventuellement le contexte dans un registre, euh, pour pouvoir par la suite les analyser et surtout comprendre la cause racine. Il faut vraiment se poser des questions. Pourquoi on a eu cette non-conformité? Est-ce que c'est parce que le taux de chlore était trop bas? Est-ce qu'il y a une panne, un défaut de procédure, ou alors le matériau s'est dégradé et n'est plus adapté? Puisque l'idée, c'est de les diminuer, donc de réagir en amont et d'éviter d'avoir ce nombre de non-conformités qui augmente. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de corriger, donc de reprendre le PGSSE, de reprendre l'étude des risques, vérifier si on avait déjà identifié ce risque, et si on l'avait identifié, peut-être revoir la cotation et revoir les mesures de maîtrise parce que potentiellement, elles ne sont pas suffisantes puisque la non-conformité a eu lieu. Encore une fois, tout ne sera pas parfait du premier coup. L'idée, c'est vraiment, d'au fur et à mesure, d'essayer de s'améliorer petit à petit, enfin, tout le monde est bien conscient que les collectivités voilà, ont les moyens qu'elles ont, et donc tout n'est pas faisable en un an. Mais l'idée, voilà, c'est de noter de ce qui se passe, de se faire des retours d'expérience pour pouvoir s'améliorer petit à petit. Le PGSSE, c'est une vision long terme. L'idée, c'est pas juste de faire son PGSSE en un an et on n'a plus rien à faire. C'est qu'on fait notre étude des risques, on fait toutes ces petites cotations, on prévoit des procédures et ensuite on vérifie que ça fonctionne et on s'améliore dans le temps. Voilà. Donc on peut faire une petite pause là si vous le souhaitez pour poser vos questions. Alors, oui, je vois que vous avez commencé à poser une question. En attendant, pour rappel, si vous avez des questions, vous avez un petit onglet conversation dans le haut de votre écran, là sur la bande blanche. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre conversation pour poser vos questions. Comment télécharger les anciens webinaires? Alors normalement, via le cabinet KPMG, vous avez accès aux présentations. Et comme ça a été expliqué en début de webinaire, des replays vont être préparés et vous y aurez accès quand ils seront disponibles, mais ils ne sont pas encore tout à fait disponibles. Mais Oui, et bon, pour compléter, oui, donc il va y avoir on va ouvrir une boîte à outils sur le site de l'ARS. Elle est en cours de finalisation, donc elle n'est pas encore complètement accessible, mais vous recevrez toutes les informations. Il y aura plusieurs ressources disponibles dessus, dont ces temps de webinaire. Les replays seront disponibles. voilà, merci. J'espère que c'était clair. Oui, super. On va pouvoir continuer. Et comme dit, s'il y a d'autres questions qui vous viennent au fur et à mesure des présentations, même sur des choses qui ont été évoquées en première partie,
n'hésitez pas à poser les questions, on pourra y revenir sans souci. Donc, on peut continuer donc, avec le module 8 de l'AST, donc, qui est la gestion de crise. L'idée, donc, c'est de différencier les situations de non-conformité et les réelles situations de crise. Donc, au niveau de la non-conformité, on va être sur un écart qui est détecté avec des conséquences qui sont limitées ou alors qu'on sait maîtriser facilement, qu'on va pouvoir gérer par des procédures qui sont relativement habituelles. Et donc, on va pouvoir appliquer la petite procédure que je vous ai présentée juste qui va donc détecter la non-conformité, la gérer, et après surtout la tracer, l'analyser et la corriger pour éviter qu'elle ne se répète au moins le moins de fois possible, voire qu'elle se répète plus du tout. Donc ça, c'est pour les non-conformités. Donc ça va être potentiellement des dépassements de limites de qualité, une défaillance d'un équipement, un non-respect d'une procédure, ou voire une perte complète d'une mesure de maîtrise identifiée dans le PGSSE. Mais donc, on va pouvoir le gérer avec des procédures relativement habituelles que les agents ont l'habitude d'appliquer, pas quotidiennement, mais en tout cas qui font partie de leur scope de mission, pour pouvoir donc la gérer. Et donc, par la suite, on va essayer de détecter l'écart, d'analyser sa cause, de mettre en place des actions correctives et puis de vérifier le retour à la situation normale. Donc, si on peut citer d'autres exemples, ça peut être une panne d'un turbidimètre, un résiduel de chlore inférieur à la cible interne, pardon, mais qu'on va pouvoir corriger en jouant sur les petits réglages de la pompe doseuse. Ça peut être un dépassement ponctuel d'une valeur seuil d'exploitation dû à un contexte, mais qui se règle assez rapidement. Et donc la situation normalement est maîtrisable avec les moyens ordinaires du service. Par contre, pour ce qui est de la crise, ça va être vraiment lorsque c'est un événement qui dépasse les capacités de gestion courantes ou présentes de la collectivité et qui va présenter un risque important pour la continuité du service et ou de la santé publique. Et donc, elle va nécessiter l'activation d'une cellule de gestion de crise, de prendre des décisions urgentes et de communiquer surtout avec vos abonnés. Donc, ça va être des situations qui sont caractérisées par une forte incertitude, la mobilisation d'acteurs externes, et comme je disais, avec des conséquences potentielles importantes au niveau à la fois sanitaire et de continuité de service public. Et donc là, l'objectif va plus être de corriger un écart, mais ça va vraiment être de protéger directement les consommateurs, soit tous les consommateurs, soit les consommateurs les plus sensibles, de maintenir ou de rétablir le service. Potentiellement, il y a des travaux un peu d'urgence à mettre en œuvre, et donc à ce moment-là, il ne va pas falloir paniquer. L'idée, ça va être de pouvoir coordonner les acteurs et de gérer la communication interne et externe. Donc, qu'est-ce qu'on entend par situation de crise? Ça peut être une contamination microbiologique du réseau qui va nécessiter une restriction d'usage, sinon les gens tombent malades. Ça peut être une pollution accidentelle majeure d'une ressource suite à un accident, par exemple, de la route qui a fait qui a déversé des hydrocarbures au niveau de la ressource et que ça peut se retrouver dans le réseau. Ça peut être une rupture d'alimentation importante d'un secteur qui fait qu'il n'y a plus du tout d'eau qui arrive dans les robinets des abonnés. On peut avoir aussi une inondation d'une usine de traitement ou d'un captage. Et aussi dans les risques émergents, on peut avoir le risque de cyberattaque qui peut soit affecter le système de télégestion, euh, soit provoquer carrément une panne simultanée de plusieurs barrières sanitaires. Euh, donc là, si on prend la vision PGSSE, on va donc noter un écart, la situation se dégrade, et si c'est un réel incident, on entre en période de crise. Et donc, l'idée, c'est que cette crise, on l'ait un petit peu anticipée en amont. Normalement, si on a fait son étude des risques, on est censé l'avoir identifié en amont, mais pas forcément parce qu'il y a les contextes changent. Voilà, une route qui s'est construite proche d'un captage, ce qui n'était pas forcément au moment où on a fait l'étude des risques. Donc, on ne va pas pouvoir forcément l'anticiper à 100%, mais l'idée, c'est d'avoir en amont quand même réfléchi à une procédure de gestion de crise et que surtout cette procédure de gestion de crise, elle soit claire et elle soit accessible à tous les agents pour que chacun sache comment réagir au moment où ça arrive. Donc voilà quelques petits éléments que vous pouvez implémenter dans votre plan de gestion de crise. Alors potentiellement, peut-être que vous en avez déjà, hein,
je ne doute pas que vous avez déjà des choses qui sont mises en œuvre. Par contre, ce qui est important au moment où vous faites votre PGSSE, c'est de la reprendre, vérifier que tout est bien à jour. Et l'idée, c'est que tout le monde, enfin, au sein de la collectivité, sache quel est son rôle en cas de crise et puisse réagir au plus vite pour la gérer au mieux. Donc, dans un plan de gestion de crise, il faudrait à minima retrouver un annuaire de crise, donc vraiment la liste des contraintes à joindre en urgence. Donc, les personnes qui sont d'astreinte, les contacts à l'ARS et à la DDPP, les contacts du maire des collectivités, enfin des communes qui sont concernées, les opérateurs qui peuvent réparer éventuellement s'il y a des casses, les laboratoires et les réseaux voisins, éventuellement pour s'il y a des interconnexions qui sont faites, voilà, pour pouvoir réalimenter en urgence. Si jamais, par exemple, il y a une contamination microbiologique, on arrête les captages et puis on vient acheter de l'eau aux voisins s'il y a des interconnexions qui ont déjà été prévues à cet effet. Ensuite, il faut définir des critères de déclenchement. Donc là, ça va vraiment dépendre un peu de ce que vous connaissez de vos collectivités, hein. Quels seuils ou événements vont activer le plan de crise. Et ensuite, la chaîne d'alerte. Voilà, la chaîne d'alerte, qui agit à quel moment de la crise? Donc, les personnes qui la détectent, quelles personnes elles doivent prévenir, qui doivent agir de telle ou telle manière, et surtout avec des délais. L'idée, c'est pas de réagir en panique, mais c'est d'avoir des délais en tête pour savoir où on en est dans le plan d'action. De mettre en place donc, des mesures conservatoires immédiates, hein, donc ça va être couper l'alimentation de certains secteurs qui sont touchés, d'interdire la consommation ou de mettre en place aussi les processus de distribution d'eau en bouteille. Ensuite, on va avoir tout le volet communication de crise, donc tous les messages qui sont envoyés aux usagers, éventuellement aux médias et aux élus. Et puis, définir aussi à quel moment on revient à la normale, quelles sont les conditions de levée des mesures pour qu'on puisse reprendre le réseau. Et puis, à nouveau, comme pour les non-conformités, mettre en place une analyse dans l'incident, un retour d'expérience et mettre à jour le PGSSE. Donc, souvent, ce qu'on peut voir dans les plans de gestion de crise, c'est l'annuaire qui est souvent périmé, comme c'est en lien avec les gens qui vont et viennent au sein de toutes ces structures. L'idée, c'est de vérifier régulièrement qu'on a bien toujours les bons numéros. Et puis l'absence aussi de messages type au niveau de la communication. Souvent, on doit improviser sur le coup, alors qu'on pourrait prévoir en amont des messages types qui peuvent être transmis à la population et aux élus et qui pourraient faciliter la communication à ce moment-là. Donc, on est au niveau du... Donc ça, c'était le plan de gestion de crise. Et si on regarde un petit peu un exemple de schéma décisionnel un peu simplifié que vous pouvez mettre en œuvre au sein de votre organisation, surtout à adapter en fonction de votre organisation à vous. Mais l'idée, c'est qu'au moment de la détection par un agent de terrain ou un système d'alarme automatique, il y ait quelqu'un qui soit responsable de la qualification de cette détection. Donc, ça peut être le responsable d'exploitation ou alors la personne responsable en astreinte. Et l'idée, c'est d'aller vite afin de savoir si on est en situation de non-conformité, qu'on peut gérer plus sereinement, ou alors est-ce qu'on est en situation de crise et qu'il faut déclencher donc toute la procédure. Donc là, il faut juste réfléchir, enfin, il faut réfléchir aux conséquences potentielles ou avérées sur la qualité de l'eau, sur la santé des usagers, sur la continuité du service, et puis au niveau des obligations réglementaires, est-ce qu'on reste dans les clous ou non. Donc, si non-conformité, on réalise la petite procédure qu'on a vue tout à l'heure, on la traite, on la trace, on analyse et on la corrige. Et si jamais il y a une crise qui est avérée, eh bien, il faut activer la cellule de crise avec donc les responsables d'exploitation ou des astreintes en fonction du cas de figure. Ce serait bien que le pilote PGSSE rejoigne la cellule de crise au plus vite pour pouvoir faire ses analyses. Voilà, après, le directeur des services, les élus, tout ça dépend du contexte de votre collectivité. Il faut notifier l'ARS de votre crise avec un appel, un mail de confirmation. Et puis, ne pas oublier donc, la communication aux usagers avec des SMS, des informations sur votre site web, des mails, ça peut être un panneau d'affichage en mairie. Voilà, on communique aux usagers et ensuite on met en place les mesures correctives. Donc j'en ai fini avec le module 8 de la gestion de crise. On est passé un petit peu vite parce que ça pourrait être un webinaire à part entière sur comment réagir face à une crise. L'idée, c'est pas de tout reprendre en détail, simplement juste évoquer le fait que le PGSSE est un bon moment
pour se poser la question de est-ce que nos procédures de gestion de crise sont à jour? Si c'est pas le cas, les mettre à jour et le jour où malheureusement il y a une crise, ne pas oublier de faire son retour d'expérience pour aller venir nourrir ce PGSSE et faire en sorte que la fois d'après, on réagisse encore mieux, encore plus vite et encore une fois, on garantisse, la santé des consommateurs. Et donc on arrive, au tout dernier module, donc de cette roue restée avec les modules 9 et 10, donc qui correspondent à la documentation, à la mise à jour, du PGSSE et à rentrer dans ce processus, d'amélioration continue. Puisque l'idée du PGSSE, donc il est en forme de roue, de boucle. L'idée, c'est de le recommencer, mais pas forcément de recommencer tout dès le début. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail au démarrage avec toute cette identification des dangers, cette identification des mesures de maîtrise, la cotation. Euh, Par la suite, au niveau des mises à jour, on ne va pas tout reprendre. On va prendre ce qu'on a et on va essayer de l'améliorer. Donc, ça fera normalement moins de travail pour la suite. Donc l'idée, comme je vous le disais, c'est que le PGSSE, c'est pas un document ou une liste de documents qui va aller dans votre tiroir et que vous n'allez pas utiliser. En tout cas, si vous faites ça, c'est l'intérêt du PGSSE, vous passez un petit peu à côté, puisque c'est un système vivant qui doit être entretenu. Donc vous avez trois grands items du PGSSE qui vont venir, enfin, que le PGSSE va vous permettre de mettre en place dans votre collectivité. Vous avez un volet connaissance du réseau, donc avec la partie description de votre système et de l'analyse des risques. Normalement, c'est des choses que tout le monde connaît au sein de la collectivité, mais ça va permettre de mettre à plat, d'être sûr que toutes les informations qu'on a sont à jour, et si ce n'est pas le cas, les mettre à jour. Et puis après, l'analyse des risques, ça va peut-être vous permettre de vous poser des questions sur des risques que vous n'aviez pas forcément identifiés à la base, ou en tout cas, si vous les aviez identifiés, ça va vous permettre de mettre un peu en place cette logique d'analyse des risques qu'on fait en amont puisque les contextes changent, il y a des évolutions climatiques. Et donc, on y revient, on analyse potentiellement des nouveaux risques. Ça rentre un petit peu une nouvelle philosophie de juste, on n'attend pas que ça se passe et on les connaît en amont et on sait pourquoi on a mis en place les mesures correctives, etc. Donc, on a le deuxième volet donc, qui est la maîtrise, donc là, avec la mise en place des mesures de maîtrise en réaction à l'analyse des risques qu'on a faite. Et puis, il y a toute cette surveillance qu'on a mis en place pour vérifier les non-conformités et la gestion de crise. Euh, donc, toujours dans l'idée de maîtriser les risques et puis d'avoir des retours d'expérience par la suite pour reprendre l'analyse des risques, enfin tout ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, reprendre l'analyse des risques et les intégrer pour pouvoir s'améliorer. Le dernier pôle, c'est l'améliorer. Donc, on a la base qui est notre plan d'action qu'on a mis en place, qu'on suit et qu'on suit, je veux dire qu'on met en place toutes les actions qu'on a prévues dedans, mais on a mis en place aussi des indicateurs au fur et à mesure que les actions sont faites pour vérifier que ces actions sont suffisantes, qu'elles sont utiles. On reprend le PGSSE, on réfléchit aux mesures de maîtrise et on trouve des nouvelles pour s'améliorer. Et puis l'idée, c'est de faire des audits, alors pas tous les 15 jours, mais de faire des audits de temps en temps pour vérifier que tout ça fonctionne et que tout ça est cohérent. Et puis, voilà, comme je vous le disais, l'importance d'avoir des revues, d'avoir des retours d'expérience de ce que vous faites pour pouvoir voir à l'instant T comment vous réagissez au moment d'une crise et potentiellement mettre en place de nouvelles mesures pour réagir toujours mieux au cas où la crise se repasse. Si on reprend de manière un peu synthétique les éléments du PGSSE, j'appelle ça éléments et pas documents parce qu'il n'y a pas de formalisation concrète qui sont obligatoires. L'idée, c'est que ça vous serve et donc que ce soit sur le format le plus utile et le plus pratique pour vous. Mais l'idée, donc si on reprend les étapes du PGSSE, donc avec la connaissance, il faut donc que vous ayez votre description de votre système d'alimentation en eau potable avec éventuellement un schéma de flux et votre analyse des risques. Donc la mise à jour, ce qui est conseillé, c'est tous les 3 à 5 ans, ou comme je vous le disais, lors d'une évolution majeure ou lors d'une crise, on reprend et on met à jour. Pareil, si vous faites des travaux, s'il y a un nouvel ouvrage de ressources, un nouveau captage qui est ouvert, ou au niveau de votre station de traitement, si vous changez le traitement, n'hésitez pas à reprendre votre PGSSE et à le mettre à jour pour que ce soit toujours indiqué dedans. Pour tout ce qui est la maîtrise des risques, la maîtrise opérationnelle, vous allez avoir tout ce qui est votre autosurveillance qui est mis en place, vos procédures de gestion des incidents, des non-conformités et votre plan de crise. Donc là, l'idée, c'est de le mettre à jour, de vérifier annuellement, à minima, de faire des tests de vos plans de gestion de crise annuellement et de, du coup, pouvoir les mettre à jour en conséquence.
Et puis pour tout ce qui est l'amélioration continue, donc ça va être votre plan d'action, le suivi de vos indicateurs, les audits que vous faites et vos retours d'expérience. Et là, l'idée, c'est de se poser à minima une fois par an pour vérifier où on en est dans le plan d'action, pour vérifier nos indicateurs et vérifier que ce qu'on fait, que nos mesures de maîtrise sont efficaces. Et sinon, ben, on retouche le plan d'action, on le met à jour et puis on continue à s'améliorer. Donc, vous avez vu, il y a une notion de quand mettre à jour le PGSSE. Donc, l'idée, c'est d'avoir à minima une révision planifiée. Donc, une revue annuelle complète avec l'équipe PGSSE pour à minima regarder la revue des indicateurs et vérifier si on a fait par exemple des exercices de gestion de crise, que nos plans sont bien à jour. Mais comme je vous le disais, c'est pas forcément obligé d'attendre cette révision annuelle planifiée pour mettre à jour le PGSSE. Ça peut être, comme je vous le disais, au moment où vous faites des travaux, donc un nouveau forage, une extension de réseau, on va mettre à jour le système, la description du système ou le schéma de flux. S'il y a un incident pardon, ou une non-conformité grave, comme je vous le disais tout à l'heure, on a prévu normalement dans notre petit plan d'action une analyse de la cause racine, et donc qui peut avoir un lien avec les dangers qui sont identifiés ou non. Donc on vérifie qu'on avait bien identifié le danger et on ajuste les mesures de maîtrise et le plan d'action en conséquence. Il peut y avoir un changement de contexte, hein, donc soit une nouvelle activité dans la zone de captage, ou alors ben, les changements liés au changement climatique. Ça peut être des problématiques de sécheresse qui n'existaient pas au moment où on a fait la première fois l'analyse des risques, ou alors un risque d'inondation, pareil, qui a évolué dans le temps, ou alors un nouveau polluant qui a été détecté dans le bassin. Donc à ce moment-là, eh ben, on reprend le PGSSE et on ajoute des lignes dans la liste des événements dangereux et on refait tout le processus de cotation, d'identification des mesures de maîtrise et d'efficacité des mesures de maîtrise. Et puis ça peut être aussi le moment de revoir le PGSSE au moment du changement de personnel, puisqu'au moment de l'arrivée d'un nouvel agent, bah, on va lui transmettre le PGSSE pour qu'il s'approprie un peu toutes les informations. Et c'est l'occasion aussi bah, peut-être de le relire et de vérifier que tout est bien à jour. Donc voilà, le PGSSE, c'est vraiment un processus d'amélioration continue qu'on peut mettre en parallèle avec la petite roue que vous voyez à droite. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est la roue PDCA, donc pour Plan, Do, Check, Act. On peut faire un parallèle entre ce processus d'amélioration continue et la roue du PGSSE, puisqu'on commence donc par le P, plan ou planifier. Donc ça va être tout ce qui est pour notre PGSSE, la description du système, l'identification des risques et la définition des mesures de maîtrise, ainsi que le plan d'action. D'où la partie faire, donc ça va être toute la réalisation du plan d'action, la mise en place des mesures de maîtrise. Check, donc vérifier, ça va être la surveillance des indicateurs, la vérification de la gestion des non-conformités. Et peut-être là, quand on se dit qu'on va faire la mise à jour une fois par an, ben voilà, ça peut rentrer dans cette catégorie check. Et act, donc améliorer. Donc ça va être l'idée de tirer toutes les leçons de tout ce qui s'est passé au fur et à mesure et d'ajuster la méthode pour relancer un cycle d'amélioration continue. Donc l'idée, ça va être vraiment de ne pas uniquement réaliser cette partie analyse des risques qui est un petit peu rébarbative, mais qui constitue le socle de ce PGSSE. Ça va être d'aller un petit peu plus loin et d'ancrer la culture PGSSE dans vos services. Donc ça peut être par des formations des agents qui arrivent. Ça peut être par l'intégration des indicateurs dans le management du service et puis par le partage aussi au niveau de tous les acteurs du service pour que tout le monde se sente intégré dans ce PGSSE et ben voilà, en cas d'une petite non-conformité, que les agents soient capables eux aussi d'aller regarder dans le PGSSE si tout avait été anticipé ou s'il ne faut pas suggérer une modification. On a l'habitude de dire qu'un PGSSE qui dort dans un tiroir, bah, il va protéger personne, hein, il remplit pas la tâche principale pour laquelle il a été mis en place. Donc la valeur n'est pas vraiment dans le document, dans la qualité du document qui a été produit, mais vraiment dans le processus qui a été implémenté dans le service. Et donc pour finir, 4 petits points sur la vision du PGSSE au-delà de l'obligation réglementaire. Donc l'eau potable, c'est un des services publics les plus essentiels que gère une collectivité, puisque ça touche à la santé, à la vie même des consommateurs.
Donc c'est pour ça que ça mérite une attention particulière. Donc le PGSSE, comme il est vivant, ça va pouvoir vous permettre au niveau de votre communication aux abonnés de leur démontrer que leur santé est vraiment prise au sérieux. Donc ça peut être un argument de taille. Ça va être aussi un outil de dialogue avec les financeurs et les services de l'État. J'entends agence de l'eau, ARS, préfet. Ça peut vous permettre de démontrer à ces acteurs que vous avez formalisé votre démarche et donc potentiellement ça peut vous aider à accéder aux aides. Et c'est une culture commune qui va vraiment traverser les années, traverser les mandats, les changements de personnel, les crises et qui donc va vraiment s'enrichir au fur et à mesure, puisque donc c'est une démarche documentée, partagée et vivante. Et donc, quand vous mettez en place votre PGSSE, c'est pas juste cocher une case réglementaire, ça va vraiment être la construction d'un processus durable pour votre territoire et donc les personnes qui y vivent. Voilà, moi j'en ai fini de ma présentation. Donc, est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on se quitte? Pour compléter également, je me permets de reprendre la parole. On a mis en place un questionnaire de satisfaction pour les différents temps de formation, de webinaires qui ont lieu. Je vais vous mettre dans le chat le lien pour ce questionnaire de satisfaction. Il est assez rapide à remplir, en moins de 5 minutes, il est complété. Mais voilà, c'est si vous pouvez donner vos retours d'expérience et aussi ce que vous attendez pour la suite en termes de contenu, ça nous aide aussi à proposer des choses qui soient le plus adaptées pour vous. Oui, merci. Et donc, il y a une question, y a-t-il une fréquence de réunion de l'équipe PGSSE imposée au-delà de la révision annuelle? Non, 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 il y a pas de fréquence imposée. C'est un petit peu à vous de peut-être de tester et de voir ce qui fonctionne pour vous, pour trouver un petit peu l'équilibre entre pas implémenter trop, enfin voilà, pas créer une surcharge de travail pour les agents, mais quand même réaliser une mise à jour du PGSSE qui est bien adaptée. Donc non, il n'y a pas de fréquence imposée. C'est comme je vous dis, c'est à vous de créer, enfin voilà, d'implémenter le PGSSE dans votre fonctionnement et donc de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et s'il n'y a pas plus de questions, moi, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, en espérant que ça vous ait aidé à mettre en place votre PGSSE. Et puis, merci également au cabinet KPMG pour la sollicitation et à l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour sa confiance. Bonne soirée! Merci beaucoup, bonne soirée.